Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va entamer une autre partie relative à ce que nous avons entamé la fois dernière, surtout la partie parallélisme. Donc nous avons déjà parlé de deux autres notions, notamment la notion de séquence unique. Puis après, on a parlé d'une autre séquence qu'on a appelée séquence d'aiguillage. Aujourd'hui, après la fin de cet exercice, parce que je vous ai demandé de réfléchir à sa solution, donc on va certainement passer à une troisième forme de représenter la partie commande en parlant notamment de ce qu'on appelle le parallélisme. Le parallélisme, en gros, quelque chose qui se fait en même temps, donc qui tourne en même temps. Euh, vous allez voir que c'est très, très important au niveau d'un certain nombre d'applications, notamment dans les chaînes de production en masse, lorsqu'on utilise plusieurs robots en parallèle. OK, donc aujourd'hui, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, la solution à cet exercice. Donc, on a un petit peu modifié le cahier de charge. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, donc, parce que l'exemple a été déjà vu, mais dans le cadre d'une séquence unique. Ça veut dire en prenant en considération juste un cahier de charge simple. Maintenant, on va rajouter deux autres, on va dire, sous-cahiers de charge pour peut-être faire un autre fonctionnement que vous allez voir, on le rencontre presque souvent au niveau de l'usine, hein, l'entreprise. Donc, d'abord, pour l'ordre de départ du cycle avec trompage, à condition qu'il y ait bien la présence d'un panier, les actions suivantes s'effectuent. Donc, justement, ce que nous avons vu au début. Donc, le déplacement du chariot jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de la cuve, ça veut dire au niveau de la position 2, au niveau de mon capteur 2. Puis après, vous avez la descente du panier jusqu'à la position basse, parce que pour faire le dégraissage, on avait dit que ça se fait au niveau bas. Le trompage a été donc fait pendant 30 secondes. Donc, nous avons modélisé cette partie temporisation. Ensuite, la remontée du panier en position haute, d'accord? Et ensuite, et par la suite, l'avance du chariot jusqu'à la position de déchargement, ça veut dire au niveau de mon capteur C3. OK, donc après, vous avez le retour au poste de chargement sur l'ordre de l'opérateur, ça veut dire à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première séquence que nous avons déjà modélisée par un graph 7 plutôt de séquence unique. Ensuite, donc maintenant, dans ce même exercice, on va rajouter d'autres contraintes. Alors, sur un appel du poste de déchargement, souvenez-vous, le déchargement, c'est à niveau-là, et à condition qu'il n'y ait pas de panier, le chariot part à vide de ce point jusqu'à ce point sans qu'il s'arrête au niveau du milieu, là où il y a le capteur C2. Donc, ça, d'une part. Et donc là, il va attendre un panier. Donc, on a remarqué que j'avais donné quelques consignes pour un petit peu aider à la modélisation de cette partie commande. Donc, celui-ci présent, il revient au poste de chargement, d'accord, sur l'ordre de l'opérateur. Alors, il n'y a pas que cela, il y a une autre commande, on a un autre ordre à suivre, une séquence. Donc, une troisième possibilité est de ne pas effectuer le trompage des pièces. Donc ça, c'est une autre histoire. Et d'aller directement au poste de déchargement en donnant l'ordre de départ cycle sans trompage. Donc, là, si vous l'avez remarqué, il y a trois conditions ou bien trois séquences. Et donc, on doit mettre sur
la première transition relative à chacun de ces séquences, les conditions de passage qui doivent être, jamais al-ahwal, dans tous les cas, différents. Euh, le cas de deux séquences, on avait mis A, A bar, le X, X bar, et comme ça, on a à choisir soit la séquence 1 ou la séquence 2. Maintenant, puisqu'on a trois possibilités, donc il faut voir quelles sont les conditions que nous devons mettre sur ces transitions pour pouvoir distinguer entre les trois séquences. La séquence normale, qui doit être en gros au milieu, donc qui va nous permettre de passer de A à Z. En effet, on va démarrer d'ici, puis aller vers le milieu de votre processus, donc disons au niveau C2, puis aller décharger au niveau C3. Ensuite, vous avez l'autre possibilité d'aller d'ici jusqu'ici sans qu'il y ait cette opération de trempage. Une fois, il va à vide, puis après, vous avez l'autre cas, c'est qu'il soit rempli, donc les pièces sont là, mais il va directement au déchargement sans qu'il y ait euh, cette opération de trempage. Donc voilà un petit peu les trois possibilités qu'on peut tout de suite concrétiser sur notre système de commande, puisque GraphSat, en gros, vous l'avez compris, il représente la partie commande. Donc, j'imagine que vous avez déjà réfléchi à cette solution. Donc, on essaie de l'expliquer ensemble. Donc, vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Donc, ce qui est au milieu, la colonne milieu, là, ça représente exactement la séquence que nous avons testée au début. Ça veut dire séquence unique. Et avec, bien sûr, la condition de franchissement, départ cycle avec trempage et panier présent. Et donc, on va passer par l'ensemble des étapes que nous avons déjà vues. Ça veut dire il y aura une translation à droite jusqu'à C2, d'accord? Là où il y a mon capteur C2. Et à ce niveau-là, puisque je suis au niveau haut, donc je dois faire descendre mon panier. Je dois le descendre jusqu'à la position de mon capteur au niveau bas. Et par la suite, je démarre le dégraissage pendant un certain temps. Donc, pour notre cas, on est à 30 secondes. Donc, il faut mettre l'instruction T pour dire qu'on est dans le cas de temporisation, slash X4 pour dire que je démarre ma temporisation à partir de l'étape 4. Puis après, vous mettez la durée concernant cette opération de dégraissage. Donc, une fois les 30 secondes sont écoulées, ben, il va remonter parce qu'obligatoirement, on doit remonter. On avait dit qu'on ne peut pas se déplacer au niveau bas. Donc, on doit remonter pour continuer notre translation ou notre déplacement vers le droit. D'accord? Donc, vers le côté droit. Ensuite, donc, je vais en continuant à se déplacer jusqu'à ce qu'on arrive à la position C3 où j'ai un capteur qui va me dire, attention, vous êtes arrivé, et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va décharger. Donc, le déchargement a été présenté comme étant un déchargement manuel, sachant qu'on peut améliorer, bien sûr, notre processus en mettant au niveau des chargements et chargements des robots qui vont faire le déchargement de façon automatique. Et dans ce cas-là, certainement, il y aura euh, une autre complication, une autre commande qu'il faut intégrer à gauche et à droite. Donc maintenant, on a opté pour le plus simple, le déchargement manuel. Après, vous avez l'ordre de retour par un opérateur pour aller cette fois-ci, vers la gauche jusqu'à la position C1, puis il va reprendre son chemin vers l'étape initiale pour démarrer un autre cycle. Donc, ça concerne bien évidemment le cas 1. Ça veut dire cette partie-là. Maintenant, on va traduire les deux autres sous-cahiers de charge. Donc, remarquez avec moi que sur les trois transitions de début, vous avez
3 réceptivités différentes, 3 conditions différentes. La première, c'est départ cycle avec trompage et panier présent. Deuxième, à ma droite, à ma gauche plutôt, départ cycle sans trompage et panier présent. L'autre cas, c'est bien appel et panier absent. Donc, bien évidemment, quand je regarde ici départ sans trompage et panier présent, donc je ne suis pas obligé de passer par ces étapes-là puisque ces opérations avec plutôt les actions ne seront pas prises en considération. Je vais me déplacer avec mon panier directement en connectant ma branche, donc c'est une partie, une branche, directement vers la translation droite sans passer par ces étapes. Et donc, je sais que je vais m'arrêter au moment où mon capteur C3 va détecter ma présence. Ça veut dire que je fais mon départ direct sans passer à ce niveau-là. Donc, Hadi, la deuxième partie. La troisième partie, qu'est-ce qu'il dit? L'opérateur, il va faire appel avec un panier. Donc, en effet, j'ai un panier, plutôt panier absent, donc sans panier. Donc, j'imagine que ici, il n'y a pas de panier. Et donc, l'opérateur qui est là, il va me demander de venir directement pour des raisons simples, type, je dirais, ils ont détecté qu'il y a des pièces qui sont mal formées. Ils doivent refaire peut-être le traitement ou la mal dégraissé, etc. Donc, on aura plusieurs raisons pour lesquelles je peux faire cette application. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va faire directement une translation droite et une note jusqu'à C3. Parce que panier absent, je ne peux pas passer par la branche Shahir. Donc, obligatoirement, je vais directement à mon capteur C3. Et dans ce cas-là, je vais arriver au moment où mon capteur C3 capte la présence du chariot. Donc, je vais faire, par exemple, un chargement parce qu'il n'y a rien sur le chariot. Donc, je peux mettre peut-être des paniers, peut-être, je ne sais pas, d'autres pièces qu'il faut encore retraiter, ou là, un recyclage. Donc, on aura plusieurs possibilités. Donc, voilà un petit peu comment on peut utiliser la sélection d'une séquence ou la l'aiguillage pour traiter plusieurs possibilités. Donc, là, j'ai donné quelques explications. Donc, l'étape 1 est suivie d'un aiguillage à 3 voies, donc on met un dos, permettant les 3 séquences différentes. Donc, une première et une deuxième. La première ici, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. En effet, c'est la première. Où vous avez la possibilité d'aller de 1, ensuite sauter vers 6, 7, 8. C'est comme les switches ou là, les sauts qu'on trouve au niveau de la programmation informatique. Justement parce que finalement, on est en train de faire de la programmation euh, en utilisant ce qu'on appelle l'informatique industrielle. La différence, c'est que là, on a directement une application, une interaction entre la physique et la commande représentée ici par mon formalisme bande graph 7. Ensuite, vous avez la séquence 1, 9, 18, c'est justement celle-là. 1, 9, 10, puis 8, et donc je reboucle une fois j'ai franchi cette transition pour redémarrer un autre cycle, que ce soit l'un ou l'autre parmi ces trois que j'ai. Alors, l'exclusion entre les deux premières séquences est obtenue par le choix exclusif avec ou sans trompage. Puis l'exclusion entre ces deux séquences et la troisième est réalisée grâce à la présence ou l'absence du panier. Et c'est comme ça qu'on a cette exclusion ou la possibilité de franchir une seule séquence à la fois. Donc, car il est évidemment impossible d'obtenir simultanément ces deux conditions. De toute demande non conforme aux réceptivités décrites sera ignorée, bien évidemment. OK. Donc, voilà. Donc,
On a vu ces deux cas. Maintenant, on a un autre cas qui se présente presque souvent au niveau de l'industrie pour faire des choses en parallèle, des choses de façon, euh, on va dire, simultanée. Donc, on parle de séquence simultanée ou parallélisme ou synchronisme. Donc, on a, selon les bouquins, pas mal de notions qu'on rencontre. Donc, un automatisme est représenté par un graphe set à séquence simultanée lorsque cet automatisme possède plusieurs séquences qui se déroulent en même temps. Donc, ce cas est très fréquemment rencontré sur des machines de type transfert. On a vu déjà un certain nombre de machines et leur type. Et donc, le cas des les machines de type transfert, ou plus généralement, sur toutes les machines décomposables qu'on peut décomposer en un certain nombre de sous-machines qui peuvent être indépendantes en quelque sorte. Comme le cas de la robotique, lorsqu'on utilise plusieurs robots dans une chaîne de production. Et donc, on a ces opérations qui se font de façon parallèle. Donc là, il va poser, l'autre, il va prendre, ou bien il va le mettre à sa place, et l'autre, il va usiner dessus quelque chose, ou là, il va trouver. Ou là. Donc, en tout cas, on a cette possibilité dans le cas des machines de transfert, là, de façon générale, lorsqu'on est en train de produire en série et en masse un certain nombre de choses qu'on doit opérer en même temps. Donc, pour la symbolisation d'un parallélisme, il est donné dans le cas de début comme suit. Vous avez une étape, je dirais, initiale. Ça n'est pas obligatoirement une étape initiale, puisque je prends juste des sous-exemples d'un graphe set beaucoup plus complexe que cela, dans le but d'expliquer pédagogiquement comment ça marche. Donc, vous avez le début, puis après, pour parler de parallélisme ou synchronisme, là, donc on est obligé d'utiliser donc des transitions parallèles comme ça, que ce soit au niveau début ou là au niveau de la fin de ce parallélisme. Et voilà, donc lorsqu'on traite un système et on cherche à modéliser sa partie commande par un parallélisme, il faut obligatoirement, donc remarquez d'abord, on met la transition sur laquelle on met la condition, en vrai ou faux, puis vous avez le parallélisme. Ça veut dire qu'on va exécuter des opérations en même temps. Ça veut dire une fois la transition est franchie, j'aurai un jeton sur le 10 et sur le 20. Ça veut dire que les deux commencent à fonctionner en même temps. On lève la fin, on a la fin du parallélisme. En général, on met ce qu'on appelle des étapes de synchronisme. Et il faut attendre qu'il y ait un jeton ici, un jeton ici. Et bien évidemment, vérifier que notre transition ici a une condition vraie. Ça veut dire est égal à 1. Si c'est égal à 0, donc il faut qu'on attende un peu jusqu'à ce que ça devienne 1 pour pouvoir passer, à condition que j'ai les deux jetons ici pour pouvoir valider. Donc, question de validation. Donc, pour expliquer mieux cela, donc un exemple, en tout cas, c'est les mêmes branches que je vais expliquer. Lorsque l'étape 7 est active, ici, la transition que je note 7 tiré entre parenthèses 10, 20, donc lorsqu'on est dans le cas parallélisme, et on a plusieurs branches au-dessous de ce parallélisme, donc on les met entre parenthèses. Et on met 10, 20 pour indiquer le début de la première séquence, la deuxième séquence, voire la énième séquence, si jamais plusieurs opérations qui se font en parallèle. Donc, par exemple, je vais mettre 10, 20, 30. D'accord? Donc, lorsque l'étape 7 est active, la transition 7, 10, 20 est validée. Et lors du franchissement de la transition, ça veut dire lorsque la réceptivité devient vraie, il y a désactivation de l'étape 7 et activation simultanée des étapes 10 et 20. Ça veut dire en même temps. C'est le contraire de l'aiguillage. L'aiguillage, on avait dit qu'on a une condition ici qui doit être différente de l'autre. Non, non. C'est une seule condition qui est vraie pour les deux qui nous permettra de lancer le parallélisme.
Pour le cas fin de parallélisme, donc lorsque les étapes 17 et 24 ici, sont actives, la transition 17-24, les 2 sont entre parenthèses, je mets un tiret, puis 5 est validée. Et donc je pars de franchissement et bien sûr, il faut que, cette condition soit vraie sur ma réceptivité, F. Donc le franchissement de cette transition, si F est vrai, implique la désactivation, simultanée des étapes 17-24 et l'activation de l'étape 5. Donc voilà le principe, en gros, comment on modélise cette opération de parallélisme. Donc on va le voir avec un exemple qui explique mieux parfois cette notion. D'abord, là, vous avez l'utilisation des séquences simultanées dans la représentation du graphe. Ça te permet de résoudre un premier problème de synchronisation, celui de la simultanéité de l'activation et de la désactivation de plusieurs séquences. Donc ça, c'est la première des choses. Ça nous permet de résoudre ce problème de parallélisme, de synchronisme. La fin de ces séquences impose pour chacune d'elles une attente à une étape particulière avant de permettre la poursuite du cycle en une séquence commune. Donc ça veut dire, en gros, euh, ici, si par exemple l'opération au niveau de cette branche a terminé et donc j'ai un jeton ici, alors que l'autre n'a pas encore terminé, ben, automatiquement, il faut attendre que l'autre aussi se termine. Ça veut dire un jeton doit être mis à ce niveau-là pour pouvoir franchir, bien évidemment, ce parallélisme à sa fin. L'utilisation de l'état actif ou inactif d'étapes particulières permet de représenter d'autres types de liaisons entre séquences présentant des interactions mutuelles, justement parce qu'on a à un moment donné des interactions. Donc, peut-être je ne vais pas donner une explication sur cela, c'est une autre étape avancée. Donc, si on arrive à comprendre au moins ces trois-là, ça veut dire séquence unique, séquence d'aiguillage ou le parallélisme, je pense qu'on n'aura aucun problème pour faire euh, beaucoup de choses et modéliser de façon plus facile le comportement d'un système de contrôle de n'importe quel système physique. Ok, donc l'exemple que je donne ici, c'est le cas d'un chariot, plutôt de deux chariots. Donc vous avez deux chariots qui vont se déplacer de la gauche vers la droite. C'est H1. Ils ont le même comportement en général. Il n'est peut-être que l'un soit rapide que l'autre. Donc, on va mettre un bouton poussoir pour lancer le départ cycle et logiquement, ils vont faire un aller-retour, donc de façon parallèle. Donc, il faut obligatoirement modéliser ce système de commande par un parallélisme. Donc, pour plus de détails sur le chariot, après, je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir à cette solution. En tout cas, les branches seront presque les mêmes, mais bien sûr avec une activation de ces étapes qui va être un petit peu en avance l'un par rapport à l'autre. Donc, après appui sur départ cycle, les chariots partent pour un aller-retour. D'accord? Ils vont du G1 à D1, puis de D1 à G1. Un nouveau départ cycle ne peut se faire que si les deux chariots sont à gauche. Ça veut dire on ne peut pas relancer un aller-retour que si les deux chariots reviennent à la position G1, G2 respective. Donc là, j'ai donné les côtés technologiques. Donc, d'abord, j'ai noté CH1, CH2 pour dire chariot 1, chariot 2. GD pour dire, vous avez un capteur au niveau de la position gauche, donc G1, G2. Puis vous avez D, capteur position droite. Donc, on installe un capteur D1 et un capteur D2. Ça, ce qui concerne le capteur. En ce qui concerne les actionneurs, donc vous avez l'action 1, G, action aller à gauche de ce point vers ce point, puis l'action D
pour dire aller à droite, ça veut dire de D vers G. D'accord? Donc finalement, vous avez deux capteurs, deux actionneurs. Donc les actionneurs, c'est en gros des moteurs qui font qui se tournent une fois vers la gauche, une fois vers la droite. Donc voilà, donc essayez d'utiliser la notion de parallélisme pour pouvoir modéliser la partie contrôle, la partie commande via le graphe 7 de ces deux chariots. Je laisse quelques minutes, puis après on va voir ensemble ce que ça donne, ce résultat. Alors, j'espère que vous avez trouvé ou proposé donc une solution qui reflète et qui explique un petit peu ce cahier de charge. On va le voir ensemble. Donc, voilà ce que ça donne en gros. Donc, d'abord, vous êtes au début à l'état initial et donc je vais le représenter par bon, de carré imbriqué. Puis après, pour être clair, je vais mettre un jeton d'abord. Puis après, je vais mettre la définition de mon parallélisme, puisque je me suis dit que je vais faire tourner les deux en même temps. Mais bien sûr, vous avez les conditions de passage, la condition de transition. Voie, d'abord, je dois être sûr que mon chariot 1 se trouve bien à la position G1 et mon chariot 2 se trouve aussi à la position G2. Puis après, bien sûr, départ cycle avec l'utilisation du bouton poussoir pour pouvoir les faire tourner vers la droite. Donc ça, c'est la première des choses. Donc une fois logiquement ces conditions sont satisfaites, je dois franchir cette transition de parallélisme et du coup, le jeton qui est là, il va me permettre de passer vers, ou plutôt, on va, une fois franchir cette transition, j'aurai un jeton au niveau de l'étape 2 et au niveau de l'étape 5.
une fois j'ai un jeton, l'action associée à D1, ça veut dire l'action de aller à droite, D1. Puis la même chose, l'action associée à l'étape 2, il y a D2, qui veut dire aller à D2, vont s'exécuter. Et donc, il commence à tourner mon moteur et donc mon chariot va se déplacer. Donc après, vous avez les deux euh, capteurs à la droite. Donc, non, on ne sait pas avec quelle vitesse les deux chariots se déplacent. On n'a pas précisé qu'ils vont avec la même vitesse. Et il se peut que le chariot 1 arrive en premier à, à D1. D'accord? Ou bien le deuxième chariot qui va arriver. Donc, en termes de on va dire, d'animation, on va voir une petite différence. Donc, normalement, j'ai fait cette animation. Donc, je vais faire un départ cycle et vous allez voir, d'abord, le franchissement se fait de façon parallèle, simultanée. Donc, et donc, les deux jetons vont se mettre, se positionner sur le 2 et le 5. Ensuite, je vais laisser tourner mes chariots jusqu'à ce qu'on arrive à la remarque qui dit que ben, c'est le chariot 1 qui va arriver en premier. Et donc, on va franchir dès en premier. Une fois que le capteur a capté la présence, donc j'exécute euh, le franchissement et je vais mettre, dans ce cas-là, un jeton sur 3. Et donc, tout de suite, l'action relative à cette étape va s'exécuter en demandant de faire un marche arrière et donc retourner vers la gauche. Parce que ici, j'ai G1, qui veut dire aller à gauche. Et donc, au moment où l'un a démarré vers la gauche, l'autre, il arrive vers la droite. Donc, le capteur des deux va capter la présence et donc il va lancer l'action G2 en disant à mon chariot 2 d'aller vers la gauche aussi. Donc on voit bien que le chariot 1, donc Enaya, fait attention, on pratique les étapes de fin de parallélisme ne comportent pas d'action. Je parle de ces deux euh, étapes de parallélisme. Il n'y a pas d'action. Les actions, je les ai juste au niveau de ces étapes-là, 2, 5, 3, 6, que ce soit action d'aller vers la droite ou action d'aller vers la gauche. Mais pour le cas parallélisme, non, on ne met pas. Il faut juste, pour pouvoir franchir cette transition, il faut que les deux étapes ici aient un jeton chacun. De plus, la transition de parallélisme est souvent imposée à 1. Ça veut dire, là, vous mettez un 1 et voilà. Donc, la condition de franchissement sera réglée une fois j'ai un jeton au niveau 4 et au niveau 7. Donc, l'étape 4, c'est une étape d'attente ou de synchronisme. Donc, on a ces deux notions. Et donc, comme je disais, aucune action n'est associée à cette étape d'attente. Donc, il va attendre jusqu'à ce que l'étape 7 soit aussi, donc cette étape a un jeton. Donc, j'ai noté ici, les étapes sans action permettent de synchroniser la fin des différents cycles en amont et on les appelle étapes de synchronisation. D'accord? Voilà, donc maintenant, j'ai presque les conditions pour pouvoir redémarrer un cycle. Lorsque donc ces étapes sont actives, ça veut dire que j'ai un jeton dans chacun de ces étapes. Maintenant, j'ai deux, mais je peux avoir trois ou quatre. Le franchissement de la transition est automatique. À l'âge parce que j'ai déjà la transition avec une condition vraie. Donc, j'ai noté que l'étape 4 et 7 active, donc ça veut dire que vous avez le synchronisme maintenant. L'activation de ces deux étapes et en même temps, la réceptivité est vraie, donc le synchronisme peut se faire sans problème. Ça veut dire là, c'est la fin de la synchronisation. Et donc, je vais franchir tout de suite la transition pour revenir à mon étape initiale
pour bien évidemment démarrer un autre cycle. Donc voilà, donc je suis revenu à mon départ après avoir fait un aller-retour, tout en respectant le synchronisme, et le parallélisme qu'on vient d'expliquer. Voilà, donc réellement on a fini, on a bouclé donc le cours. Heu, on va essayer de voir un petit peu le côté pratique, comment on fait. Donc certes, on a fait pas mal de choses, donc mais bon, donc on a essayé de faire ce qu'on peut. L'essentiel, on l'a vu, donc en démarrant de A, puis on a fini par quelque chose de pratique, type contrôle, commande de ces différentes machines pour pouvoir gérer la production, la productivité, faire un petit peu de logistique, puisqu'on utilise des chariots d'un point à un autre. Et donc, le plus important qu'il faut retenir, on voit dans un cadre d'industrie 4.0, nous avons entre autres donc l'informatique industrielle qui va intervenir, l'informatique, la sécurité, beaucoup d'autres choses qu'on peut malheureusement pas voir. Mais avec les autres modules, donc je pense que vous aurez le maximum possible d'informations, de données pour pouvoir s'intégrer dans des bonnes conditions et dans des entreprises multinationales. Donc, Naya, Adna, par exemple, l'implantation câblée en utilisant des bascules, des séquenceurs, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Puis la plantation programmée, euh, on a des méthodes générales, mais surtout l'utilisation des automates programmables. Justement, une fois qu'on a programmé la partie commande, on ne va pas rester là, il faut les intégrer dans des calculateurs. Là, en général, dans l'industrie, on utilise des automates industriels programmables. Donc là, je vais passer à des activités beaucoup plus pratiques en modélisant la partie commande par ce graph set. C'est facile. Euh, En général, on n'aura pas du mal à le comprendre. Et après, comment le traduire en un autre langage capable d'être lu euh, par un autre calculateur, par un automate programmable industriel pour pouvoir l'interfacer avec le système physique pour le faire tourner. Et donc, je prends par exemple, on va essayer de voir deux applications ou deux activités. Une relative à la commande d'un moteur d'ascenseur d'immeuble à 4 niveaux, en utilisant bien sûr le, le GraphSet et les automates programmables industriels. Puis un deuxième, peut-être d'un point de vue aussi logistique, ça veut dire la gestion du feu de tricolore d'un carrefour, par exemple. Donc, ce sont des exemples simples, mais qui sont intéressants. Si on maîtrise cela, je pense, même au niveau industriel, au niveau de l'usine, bien évidemment, on peut faire mieux en termes de logistique, en termes de gestion un petit peu fluide Il est 10 heures. de la marchandise, mais aussi des personnels et bien d'autres contraintes qui peuvent euh, interagir avec un milieu parfois compliqué à gérer. OK. Donc pour le premier TP, donc aux travaux pratiques, l'objectif Diallo est d'apprendre à programmer l'automate programmable. Euh, Ici, c'est ce que nous avons d'ailleurs à l'école, c'est l'automate programmable télémécanique pour la commande de l'ascenseur. Bon, ici, son nom. Euh, c'est un ascenseur didactique. Ici, on maîtrise comment on peut contrôler la montée, la descente, l'ouverture des portes, etc. Ben, pour le cas simple, on peut le faire pour n'importe quel ascenseur qui se trouve dans un gratte-ciel ou là, dans une usine, ou là, ce que vous voulez. Donc, mais bien sûr, on va se baser d'abord sur la notion de graph-set, mais aussi sur un autre langage beaucoup plus facile. Parfois, on dit que c'est plus simple d'utiliser un langage à contact qui s'appelle langage ladder avec le logiciel. Dans ce cas-là, c'est le Soft qu'on utilise en général. ADA, c'est le nom de la maquette avec sa référence.
Alors, l'ascenseur est une maquette prévue pour être raccordée à un automate programmable par le biais de l'interface ASMAT ou à un quelconque système à microprocesseur. L'automasque est un automate conçu spécialement pour la programmation, comme je disais, en langage à contact PL7 ou par liste d'instructions GRAV7. En tout cas, Hadas, le PL7, justement, ça a été développé par l'entreprise française Schneider, donc celle qui a, qui a démarré, développé ce langage. Mais aussi, nous avons l'autre entreprise de Siemens, une entreprise allemande, qui utilise l'autre langage à contact, bien sûr en se basant sur soit le GRAV7, soit le ladder, soit tout simplement le code d'instruction, qui s'appelle, en utilisant Step 7, ou la S7 de Siemens. Donc, on verra les deux rapidement, puis après, je vais vous donner peut-être un exercice à la fin à faire à la maison et me rendre comme ça, je vais prendre en considération aussi ça dans la note finale. Après, bien sûr, avoir fait l'examen. Donc, on aura à la fin un examen, puis peut-être l'exercice que je vais vous donner tout à l'heure à développer chez vous, puis me le rendre la fin. Alors, qu'est-ce que cet automate et ces différentes installations? Donc, nous avons un certain nombre de composantes. D'abord, il comporte 24 entrées et 21 sorties. Vous avez compris c'est quoi entrée, c'est quoi sortie. Donc, les entrées, en général, si vous regardez rien que votre graphe 7, donc, adna les actions, adna les réceptivités, le capteur. Donc, en gros, les entrées d'Ialcom, c'est tout ce qui est lié à la partie réceptivité. Puis, vous avez les entrées, les sorties, tout ce qui est lié à la partie action. Donc, les actions qui sont liées aux étapes, donc, représentent en gros les sorties et les entrées, c'est ce qui est lié à chacun de ces transitions ou ces réceptivités. Donc, vous avez des motos réducteurs pour l'ouverture et la fermeture des portes, donc pour faire monter et descendre la cabine. Ensuite, vous avez 4 niveaux ayant chacun une porte s'ouvrant électriquement, un optodétecteur porte fermée et un autre optodétecteur porte ouverte. Puis vous avez 2 fins de course porte ouverte fermée de sécurité, un bouton d'appel pour la montée avec voyant d'enregistrement, je mets ici sauf le troisième. Puis vous avez un bouton d'appel pour la descente avec voyant d'enregistrement, sauf rez-de-chaussée. Puis vous avez un voyant présence cabine et un optodétecteur présence cabine. Aussi, nous avons 2 fins de course, KO et bas, de sécurité stoppant la cabine en cas d'erreur de programmation. Donc, pour le côté sécurité. Il comporte aussi les reprises des commandes internes à la cabine, telles que, par exemple, vous avez ici 4 boutons d'étage, un bouton stop, un interrupteur simulant un obstacle à la fermeture des portes. Donc, on peut basculer vers la position où je vais simuler l'obstacle. Donc, je vais voir ce que ça va donner mon programme si jamais je me suis mis dans cette situation d'obstacle. Vous avez 4 voyants d'étage, un voyant éclairage cabine qui n'est pas géré par Automasque, par manque de sortie. Donc là, c'est question de sortie. On a dit que vous avez combien? 21 sorties, 24 entrées. Alors, ses propres sources d'énergie alimentant les moteurs, les diodes et la logique interne. Puis vous avez les liaisons entre l'ascenseur et les interfaces
ou automates sont réalisés par des câbles plats, détrempés, donc 34 et 40 broches. En général, ils sont déjà connectés. Donc, vous avez l'ascenseur est fourni avec les connecteurs mâles d'entrée, vous avez 40 broches, et sortie 30 broches, ainsi que les connecteurs femelles et un câble de 1 mètre pour réaliser, bien sûr, les connexions avec l'automate ou le microprocesseur. Dans notre cas, c'est plutôt l'automate, mais on peut se retrouver avec un calculateur aussi, une carte numérique. Donc, mais en général, c'est vraiment des automates qu'on utilise au niveau industriel, dans la plupart du cas. Pour les cas simples, parfois, on n'utilise que des microcontrôleurs, microprocesseurs. Alors, l'automate est fourni avec les câbles d'interconnexion vers l'ascenseur et vers le PC. Donc, voilà ce que ça donne finalement, le schéma synoptique expliquant cet interfaçage entre la partie commande représentée par l'automate et la partie opérative ou la partie, je dirais, physique, représentée à la fois par les différents actionneurs, les différents capteurs, puis l'ascenseur lui-même avec la charge. Donc, là, vous voyez ces moteurs-là qui permettent, par exemple, la montée, la descente, l'ouverture et la fermeture des portes. Vous avez des capteurs. Non, on a pas mal de capteurs. On a, par exemple, le capteur 1, 2, donc l'un qui peut vérifier s'il est fermé, la porte ouverte. S'il est là, par exemple, il est ouverte. S'il se trouve là, bah, ce capteur-là va capter la présence de cette porte et donc il va renvoyer un message comme quoi la porte est fermée. Et donc, il y a un lien directement, je ne sais pas si c'est clair, donc, entre la carte d'entrée, la carte de sortie. Vous avez ici la cabine, vous avez les différents moteurs, vous avez l'automate notamment. Donc là, vous voyez, l'automate a des entrées et des sorties. Les sorties qui vont اللي قلنا شنو هما في الجرافسات هما les actions en provenance des différentes étapes. Donc, c'est des actions qui vont vers les actionneurs, les moteurs d'IAJ. Et l'autre côté, vous avez la carte d'entrée qui va vers les réceptivités de votre automate ou le cas du GraphSet vers la réceptivité de votre GraphSet ou la transition. Et donc, vous avez les capteurs qui sont liés. Les capteurs relatifs à la fermeture, les capteurs relatifs à l'ouverture, puis bien d'autres, l'autre capteur relatif à ces différentes Ada, par exemple, il va pour me dire est-ce que ma charge se trouve au premier, deuxième, troisième étage, etc. Puis après, vous avez les autres entrées liées à la cabine. La cabine, ce qui est à l'intérieur, il va envoyer un message. Donc, la carte va le détecter, il va rentrer dans l'automate et l'automate, en fonction de ce qui a détecté, il va réagir en envoyant une action, bien évidemment, permettant l'ouverture ou la fermeture du porte ou là, tout simplement, la montée et la descente de cette charge. Donc voilà, donc ADA, ça reflète en gros un schéma plus proche à ce qui est réel. OK, donc ça d'une part. Après, vous avez la connexion à l'automate. En général, cette connexion, elle est simple. Donc, il faut juste utiliser les différentes broches, puis les connecter entre les entrées et les sorties, entre l'automate et le système physique. Donc, l'automate se connecte directement à tout automate travaillant en logique de 24 volts. Deux connecteurs se trouvent à l'arrière de l'ascenseur. Un connecteur 40 broches qu'il faut relier aux entrées de l'automate, d'accord? Puis un autre connecteur de 34 broches qu'il faut relier aux sorties de l'automate. Donc ça, c'est important, ça veut dire pour relier l'automate aux différents actionneurs et aux différents capteurs. Il faut absolument relier les 24 volts à l'automate aux broches 24 et 25 du connecteur, 40 broches et la masse de l'automate aux broches 21 et 22 du connecteur 40 broches et 34 du connecteur 34 broches. Donc ça, c'est
juste une petite explication pour dire qu'est-ce qu'on doit connecter pour pouvoir faire tourner notre système automatisé avec une partie commande et une partie opérative. Le Tomask est livré avec un programme démonstration évolutif qui gère l'ensemble de l'ascenseur et peut donc être utilisé, bien évidemment, pour l'essai. Donc, voilà un petit peu une petite description relative à ce système qu'on cherche automatisé. Donc, pour plus de détails, donc, vous avez un premier tableau et un deuxième tableau. Donc, le premier tableau qui est devant vous, c'est un tableau relatif aux différentes entrées de mon automate. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que chaque entrée a sa propre adresse. Donc, les adresses, on les a ici. Donc, ça s'appelle référence entrée automate. Bien évidemment, ils sont liés directement, ils dépendent de matériel que le constructeur nous a livré. Deuxième colonne, c'est juste la description de ces entrées. Si je prends n'importe quel exemple, par exemple CP3 pour dire capteur position niveau 3. Donc, si je veux utiliser ce capteur, ça veut dire pour savoir est-ce que ma cabine est arrivée au niveau 3, ben, je dois utiliser ce capteur appelé CP3 et dans l'adresse, eh bien, I012. Donc, pour nous, selon le constructeur, si on n'utilise pas cette adresse-là, on ne peut pas savoir est-ce que je suis vraiment au niveau 3 ou pas. La même chose, si vous êtes au niveau CP ou 2, ça veut dire capteur au niveau 2, capteur de position bien évidemment. Donc, je dois obligatoirement utiliser cette adresse, l'adresse I1.2. Et de la même manière, par exemple, le caveat stop, si je veux stopper, donc je vais utiliser tout simplement l'adresse I08. Donc, on va voir ça dans un exemple à un moment donné et on va utiliser justement les adresses pour vous montrer un petit peu comment je peux modéliser, plutôt programmer mon automate pour pouvoir finalement automatiser mon ascenseur. Donc, hado les entrées. Donc, il faut prendre en considération la liste des références permettant de capter l'existence d'une cabine ou un certain niveau, ou bien l'ouverture et la fermeture, bien évidemment, des portes. Par exemple, là, vous voyez capteur, porte ouverte. Donc, si vous voulez utiliser capteur porte ouverte, vous utilisez son adresse tout simplement. Si vous voulez, par exemple, utiliser porte fermée au niveau 3, bah, vous utilisez l'adresse concernée. Et ainsi de suite. La même chose pour les poussoirs et bien d'autres. Après, on verra comment on va utiliser les sorties. Donc, les sorties de l'automate. Les entrées, ça veut dire c'est les capteurs, c'est les réceptivités, pour un petit peu faire le lien entre le côté théorique et le côté pratique des choses. Pour les sorties, bien sûr, ils ont un lien avec les actions et donc par rapport aux étapes. Donc, toujours, il faut penser de cette manière pour comprendre plus facilement le reste. Donc, je donne aussi des exemples. Par exemple, je prends MC, vous allez utiliser dans l'exemple, et DC. Donc, MC pour dire moteur, montée, cabine. Ben, pour pouvoir faire cela, obligatoirement, je dois utiliser des adresses relatives à ces actions qui vont être associées justement aux étapes. Donc, je prends par exemple le symbole ou la référence Q04. Si je veux par exemple mettre l'action sur descendre, ça veut dire que je veux que mon moteur tourne dans le sens inverse et donc faire descendre ma cabine, je dois utiliser la référence de mon graphe d'essai et surtout, la référence de ma sortie d'IA Q02. Donc voilà un petit peu comment on peut expliquer. Bah, bien sûr, vous avez les voyous, les voyants Hado, qui permettent de clignoter ou là, pour qu'ils s'allument et s'éteignent. Donc, si je veux utiliser, par exemple, un voyant présence cabine,
au niveau rez-de-chaussée, ben, je dois utiliser H0 dont l'adresse est bien Q2.0. Si je veux utiliser, par exemple, voyons présence cabine au niveau 1, donc je dois obligatoirement utiliser H1 pour laquelle mon adresse est bien Q2.1, ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça qu'on modélise ou qu'on commande un système physique en utilisant les références parce que finalement, on a un certain interfaçage et les références sont obligatoires ou les adresses. Et si vous avez quelques explications, donc justement parce qu'on cherche passer d'un langage Graph7 à un langage ladder, un langage de programmation à contact. Donc là, j'ai rappelé, ça va vous aider après à comprendre mieux ce passage d'un Graph7 à un langage ladder. Il y en a quelques symboles que vous allez rencontrer lorsqu'on cherche modéliser dans la littérature. On va les voir peut-être tout à l'heure sur le logiciel. Donc d'abord, vous avez la transcription en langage Tuidosoft. Donc, en gros, il faut respecter parce que chaque langage a a ses propres références, ses propres symboles, ses propres notations, etc. Donc, et pour vous dire que lorsque vous mettez un symbole comme celui-là avec égal, étoile, i, ben, ça veut dire qu'on va lancer l'étape initiale. Donc, lorsqu'on lance l'étape initiale, il faut d'abord démarrer votre programme en langage ladder par ce symbole, là, cette transcription. Si vous mettez dièse i, qui signifie dans la fonction, eh bien, active l'étape i. Donc, là, ça signifie active l'étape i après avoir désactivé l'étape courante. Ce qui est tout à fait logique. Là, mon Graph7 ou là, mon langage ladder, il est dynamique. Au moment où je vais franchir une transition, c'est tout à fait logique que je vais désactiver, d'après les règles que nous avons vues, on va désactiver ce qui est en courant, puis on va activer l'étape suivante. C'est tout à fait normal. Si vous voyez par exemple un symbole comme ça, avec deux traits, un étoile au milieu et un i, ça veut dire lance l'étape i, il valide la transition associée. Vous voyez, ça veut dire qu'on va, au niveau de la transition associée, on va le valider. Euh, en gros, par l'étape I qui est juste avant, qui doit être en gros, qui contient un jeton, puis le fait que cette transition contient une condition vraie et donc je peux bien sûr pouvoir franchir. Dièse ici désactive l'étape courante sans activer d'autres étapes. Eh bien, donc, vous avez pas mal de choses. Ce qui est aussi important, par exemple, non, le terme post lance le traitement postérieur et termine le traitement séquentiel. Aussi, ce symbole, il ne permet, on va le voir tout à l'heure, peut-être dans un exemple, je vais voir sur le logiciel, il ne permet de séparer en quelque sorte entre les capteurs et les actionneurs. Parce que dans le cadre de ce langage, il faut d'abord définir les entrées, en gros les capteurs, et donc en utilisant les adresses relatives à ces entrées, les I012, ce que je vous ai montré il y a quelques minutes. Puis, il va se mettre entre ces différentes entrées et ces différentes sorties qui sont les actionnaires. Voilà, on verra ça sur peut-être un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, vous avez pourcentage XI, bit associé à l'étape I, peut être testé et écrit. En gros, le nombre maximum d'étapes dépend de l'automate. En tout cas, là, il est lié directement partie action, partie sortie. Et voilà, on verra un petit peu.
Mais bon, donc quand j'ai mis X, ça veut dire c'est XI. Si j'ai X1, ça veut dire l'état 1. Si je mets X2, ça veut dire l'état 2. Et après, je lui affecte la bobine et je lui mets l'adresse de ma sortie ou là de mon actionneur que j'avais noté Q0 machin. Donc, voilà, donc, en général. Donc, là, j'ai mis quelques descriptions. Les instructions Graph7 de Tuidosoft offrent une méthode simple de traduction de séquences de contrôle graphique Graph7. Le nombre maximum d'étapes Graph7 dépend du type de l'automate, bien évidemment. Le nombre d'étapes pouvant être activées simultanément est uniquement limité par le nombre total d'étapes. Voilà, donc je vais peut-être expliquer les choses directement sur un exemple. Donc, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons trois possibilités avec un langage relatif à cette informatique industrielle. Nous avons trois possibilités. Soit vous utilisez directement votre graph7, qui est un petit peu compliqué, ça demande beaucoup d'efforts. Soit vous utilisez en effet, comme ce que les industriels font, l'utilisation d'un langage à contact. Bien sûr, dans notre cas ici, en utilisant le langage Tuidosoft, soit tout simplement une programmation, comme les autres langages de programmation. Donc, et on utilise en gros des instructions. Donc, si je reviens sur mon exemple que vous maîtrisez en général, vous avez un système de contrôle modélisé par un graph7 qui contient 1, 2, 3 étapes. Chacun de ces étapes, et on lui a associé une action, première action, deuxième action, troisième action. Mais il contient 1, 2, 3, 4. Donc ici, c'est plutôt euh, on va dire, l'initialisation de notre système. En général, réellement, il faut obligatoirement initialiser l'étape initiale. Donc, il faut en mettre une flèche en 30 avec son adresse permettant le démarrage de votre graph7. Ensuite, vous avez une, deux, trois, donc trois réceptivités, trois transitions, on va dire, associées au capteur. Donc, ADO, ils sont associés aux actionneurs et les adresses ici sont associées à capteur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donc définir d'abord les entrées. Un, c'est de l'initialisation de mon graph7. Un do, en général, une adresse spéciale que le constructeur ne délivre avec le, le bouquin, le livret. Puis vous avez les adresses aussi que le constructeur nous donne relatifs à chacun de ces entrées ou à chacun de ces capteurs. Donc, on va d'abord déclarer les entrées. Ensuite, comme tout à l'heure, on utilise l'instruction post ici pour justement séparer entre les entrées et les sorties. Donc là, comment ça marche? Donc, on commence par, comme je disais, le réseau 1 et je vais mettre en lui affectant l'adresse convenable et bien sûr la bobine relative à cette entrée d'initialisation. Puis après, je vais continuer. Donc, remarquez avec moi les symboles que je vous ai donnés au niveau de tableau passé sont là. Donc, par exemple, on a parlé de est égal étoile 1. Donc, son explication est là. Ça veut dire je vais lancer l'étape initiale, par exemple. Ensuite, pardon, OK. Après, vous allez voir tirer étoile 2. Donc, là, c'était 1 pour dire initial, là, 2. Donc, ça veut dire je suis à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lance l'étape I, il valide la transition associée. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on va lancer l'étape I, il y a l'étape 2, j'ai mis l'adresse de mon capteur. Une fois est vrai, il va lancer l'étape 2. D'accord? Donc, c'est un petit peu, la lecture se fait de cette manière-là. Donc, je vais déclarer la première entrée
la deuxième entrée, la troisième entrée, sans prendre en considération, bien sûr, l'entrée permettant l'initialisation de l'IAD au niveau de ce réseau. Donc, j'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. La déclaration se fait de cette manière. Donc, je vais mettre un contacteur normalement ouvert. Je lui affecte l'adresse concernée, puis je vais aller vers la bobine que je note, bobine 2, parce que je vais justement lancer l'étape 2. Ensuite, je vais faire la même chose et je vais déclarer 3. Donc, il faut que ça soit séquentiel, là, le cas d'une séquence unique, parce que là, on est dans le cas séquence unique. Donc, je démarre 2, 3, mais une fois que vous êtes ici, qu'est-ce que vous allez activer? Vous allez activer l'étape 1. Donc, c'est pourquoi vous voyez ici 1. Donc là, j'ai activé la 2, j'ai activé la 3, mais ici, il faut, une fois que vous êtes arrivé à l'adresse relative ou à la condition de cette transition, il y a pourcentage I03, je vais activer l'étape 1 donc, pour boucler mon graphe 7. Donc, il faut absolument mettre 1 ici. Donc, une fois qu'on a déclaré les entrées, maintenant, il faut déclarer les sorties. Les sorties, bien sûr, avant de les déclarer, il faut obligatoirement mettre cette instruction post pour un petit peu séparer mais aussi pour la lecture, c'est important quand même, c'est côté organisationnel. Donc, la déclaration des entrées se fait de cette manière. Donc, vous avez, c'est un petit peu ce que je donnais dans le tableau, je vais l'expliquer rapidement. Donc, là, j'ai déclaré les. Vous voyez, les adresses jouent un rôle important. Donc, un des Q02, je dois avoir au niveau de ma bobine de sortie Q02. Donc, je vais utiliser un contacteur normalement ouvert. Je lui affecte l'état X1, donc parce que je suis sur X1, X1 pour dire A qui est là. Donc, je note X1. N'oublions jamais un pourcentage, que ce soit au niveau des entrées ou au niveau des sorties. Donc, pour qu'il puisse lire sans problème mon automate, mon programme, parce que sinon, il ne va pas le reconnaître, et je lui affecte bien évidemment l'adresse concernée, l'IAQ01. Je fais la même chose pour l'action 2 relative à l'étape 2, pourcentage X2, et je lui affecte l'adresse convenable, l'IAQ02. Pareil pour l'autre. Je vais dire une chose, je ne l'ai pas dans cet exemple. Si jamais je n'ai pas d'action sur mon état, je n'ai pas le droit d'utiliser parce que l'action, il y a la sortie d'ailleurs. Et donc, si je n'ai pas d'action, ça veut dire que je ne vais pas le déclarer ici. Par exemple, si j'avais une étape 4 ici, mais je n'ai pas mis une adresse relative à cette étape, je n'ai pas le droit de le mettre. Par contre, les transitions, il faut les mettre parce que sinon, je vais rester bloqué. Donc, voilà un petit peu une petite explication dans le cas d'une séquence unique, linéaire. On peut le voir sur le cas d'une séquence d'aiguillage ou là, de divergence. Voilà, là, c'est un exemple qui explique justement dire. Ça veut dire, j'avais des actions associées aux étapes, mais vous voyez là, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, il n'y a que des entrées et donc des adresses qui permettent de faire l'aiguillage en passant soit par cette branche, soit par cette branche. Parce que j'ai mis deux capteurs différents ou bien deux conditions différentes. Et donc, on va déclarer d'abord les entrées, mais une fois que je regarde sur les étapes, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'action. Donc, vous voyez, il n'y a pas, je n'ai pas déclaré. D'accord? Donc, par contre, là, je peux, d'abord, je suis à partir de l'étape 4. Après, je suppose que je vais passer soit par là ou par là. Donc, je vais déclarer d'abord I03 et je lui donne la valeur 5 parce que le passage me permettra d'activer l'étape 5, comme la définition que je viens de dire. Sinon, si je passe par l'autre branche, ben, bien évidemment, je vais mettre l'adresse I04 relative à cette transition et bien évidemment, Hadam permettra d'activer 6 d'après la division, donc il faut mettre 6. Ensuite, bien évidemment, j'ai soit ce passage, soit ce passage, je déclare. Donc, soit je suis sur le I05 et donc il me permettra d'activer 7,
la même chose, je suis sur I06 qui va aussi, dans le cadre d'une séquence divergente, il va activer l'étape 7 pour continuer le fonctionnement normal de mon système automatisé. Donc, ce que j'ai dit pour le cas séquence unique, la séquence voilà, consécutive, si j'ose dire, ou la séquence divergente, je peux le dire pour le cas parallélisme. Donc, le parallélisme, la même chose, là, vous n'allez pas voir qu'il y a des actions sur les différentes étapes, je vais rien déclarer. Par contre, les entrées sont obligatoirement à déclarer, bien évidemment, en prenant en considération le parallélisme que vous pouvez voir ici. Ça veut dire, je peux, avec cette entrée, je peux allumer la 9 et la 10 en même temps. D'accord? Donc, une traduction de ce parallélisme est faite automatiquement par ça. Ça veut dire, une fois mon contacteur ici est fermé, ça veut dire que je peux faire passer le courant les deux sens. Et donc, ça traduit le parallélisme. Le reste, c'est pareil. Mais c'est exactement la même chose pour le cas le parallélisme, la fin du parallélisme. Là, c'est le début du parallélisme. Là, c'est la fin du parallélisme que je peux traduire ici. D'accord? OK. Voilà, donc je vais te donner un exemple. Euh, donc, essayez de le traduire. Je vais revenir vers les deux tableaux. Donc, le cahier de charge me dit quoi? Il nous demande d'abord de dire que la cabine est montée au niveau 3. Ensuite, les capteurs de position détectent la cabine à l'étage. Ensuite, la cabine est arrêtée pendant 5 secondes. Donc là, on parle de quoi? On parle de temporisation. Donc, il faut introduire une branche permettant de traduire cette partie de temporisation euh, avec une durée de 5 secondes. Puis la cabine descend au rez-de-chaussée. Donc là, qu'est-ce que vous aurez besoin d'après les entrées et les sorties d'IACOM que j'ai déclarées? Vous aurez besoin d'abord d'un capteur au niveau 3. Ça, c'est important parce que la cabine doit monter au niveau 3. Mais bien évidemment, il faut faire attention. Je dois vérifier dans mes conditions sur mon GraphSense, je dois vérifier que niveau 3, la cabine n'existe pas. Donc, le capteur, il ne va rien détecter. Donc, il faut traduire cette notion de capteur n'a rien détecté par, bien sûr, une formule simple. Euh, contacteur normalement fermé et non normalement ouvert. Ça veut dire il y a le A et le A bar. Donc, comme si vous allez utiliser le A bar. Ça veut dire n'existe pas. Et en termes de logique, niveau 3 caractérisé par I, je vais revenir sur c'est quoi le niveau 3. Voilà, capteur, niveau 3, ça doit être CP3. Donc, ça veut dire je vais utiliser cette adresse. Mais la négation d'IALHA, puisque I012 me dit que la cabine existe. Donc, Anna, je veux d'abord montrer qu'il n'existe pas pour pouvoir lancer mon état initial et démarrer l'exécution de mon programme. Donc, je dois mettre tout simplement I012 bar. Il y a que je peux traduire par un contacteur normalement fermé. Donc, voilà, Hadi, pour le premier cas. Une fois vous avez lancé votre graph 7, il va franchir. Donc, il va vérifier qu'il n'y a pas de cabine. Et après, il doit vérifier qu'il y a de cabine. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, il va vérifier qu'il existe. Donc, une fois que la cabine arrive, normalement, le capteur, il doit être I012. Pas I012 bar, I012. Non. Au début, je vais utiliser I012. Après, je vais utiliser au début U012 bar. Deuxième transition, je vais utiliser I012. Comme quoi, j'ai capté la présence de ma cabine. Je continue. Les capteurs de position détectent la cabine à l'étage. Ça veut dire le capteur, on va dire, numéro 3.
Ensuite, non, il faut passer par la temporisation. Donc, je vais rester 5 secondes. Je vais descendre. Et une fois que je suis descendu au rez-de-chaussée, il faut utiliser le capteur relatif au rez-de-chaussée. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme capteur. Le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée, je ne le vois pas. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un capteur. Donc, il faut mettre stop peut-être. Parce que j'ai pas de capteur. Ah, je pense qu'on n'a pas de capteur. J'ai pas de capteur au niveau. Ouais, elle est là. Elle est là. Voilà. Capteur RDC. Capteur position niveau 0. Donc, il faut utiliser l'adresse I013. Il y a la condition sur la réceptivité d'IALCOM, sur la transition. Donc, je pense que une fois que nous avons capté la présence de ma cabine au niveau rez-de-chaussée, on aura besoin de quoi? D'utiliser par exemple stop pour revenir à l'état initial pour redémarrer un autre site. Donc, vous pouvez capter d'abord l'écran, comme ça vous aurez les possibilités. Attention, on n'a pas besoin que de ces entrées, on a aussi besoin de sorties. D'accord? Les sorties, j'ai besoin de quelles sorties? J'ai besoin de monter et descendre. Ça veut dire, une fois que vous avez franchi par exemple, vous étiez là, vous avez mis le capteur. Ici, vous allez dire monter. Donc, il faut faire monter. Et après, vous faites descendre. Et comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'erreur d'un point de vue conception. Donc, maintenant, vous utilisez les adresses relatives à mon charge, la moteur montée cabine, moteur descendre cabine. Donc, vous aurez besoin de deux adresses au niveau de l'action Léoma Q04 et Q02. Donc, prenez ça aussi en capture et comme ça, je vous donne quelques minutes pour réfléchir à la solution. Ce n'est pas trop compliqué. Allez, je vous demande de le faire en utilisant ces différentes entrées-sorties avec les adresses convenables. Donc, si vous les avez captées, je passe vers mon cahier de charge et je vous laisse un peu de temps. Voilà. Pour me proposer le graph set correspondant. Et pour ceux qui ont fini de faire le graph set, ils peuvent le traduire, bien sûr, en utilisant le langage à contact ladder.
Alors, si vous avez un petit peu réfléchi à la solution, on essaie de voir ce que ça donne. Donc, voilà, votre graphe 7, un graphe 7 simple. Donc, une petite lecture sur ce que je viens de donner. Donc, vous avez d'abord 1, 2, 3, 4, 5 étapes. La première et la cinquième, je n'ai pas d'action. La deuxième, troisième, quatrième, j'ai des actions. Et bien évidemment, j'ai rajouté aussi une entrée d'initialisation, donc en supposant que on va réfléchir pratiquement, et donc obligatoirement, on aura besoin de n'importe quel automate utilisé, on aura besoin de son adresse d'initialisation, bien évidemment. Donc, je suis à l'étape initiale. Après, pour pouvoir démarrer l'étape 2, qui veut dire monter cabine, c'est-à-dire l'action d'y aller, je dois monter. Je ne peux pas monter si je ne peux pas monter que si la cabine déjà ne se trouve pas au niveau du niveau 3. Donc, obligatoirement, je vais mettre CP3 bar pour dire que la cabine, et bien évidemment, bien entendu, n'existe pas au niveau 3. Parce que si tu es au niveau 3 et tu appuies sur le bouton pour aller au niveau 3, ça ne veut rien dire. Donc, il faut être sûr que je ne suis pas au niveau 3. Ça veut dire que ça peut être que je suis au niveau 0, comme je peux être au niveau 2 ou au niveau 1. Donc, une fois vérifié, le capteur me dit que cette condition est vraie. Hop, tout de suite, je lance l'action d'y aller. Comme quoi, le moteur commence à démarrer pour me faire monter au niveau 3. Maintenant, le capteur doit vérifier maintenant que je suis bien au niveau 3. Donc, maintenant, c'est la négation. Donc, j'ai mis un bar. Mais Naya, je dois être sûr. Donc, CP3 doit être vrai. Ça veut dire que mon capteur a bien capté la présence de la cabine. Et c'est à partir de cet instant-là que je vais passer vers l'étape 3, me permettant de faire la temporisation que j'ai dit dans mon cahier de charge de 5 secondes. Donc, j'ai expliqué l'autre fois, la temporisation se fait de cette manière. Je vais mettre la durée sur l'étape concernée et au niveau de la transition, je vais mettre mon T0 relatif à cette durée qu'on avait mis à un moment donné. On l'a symbolisé par un certain T slash X3 slash 5 secondes. Donc, c'est ça l'idée. Donc, une fois on a validé les 5 secondes, ça veut dire je démarre de 5, puis après je vais décrémenter 5, 4, 3, 2, 1, 0. Une fois c'est le cas, je vais mettre un T0 bar. Donc, quoi, j'ai 0 secondes ici. Et donc, ça veut dire que j'ai fait écouler mes 5 secondes et donc je peux franchir cette transition 3, 4. Et donc, je me retrouve au niveau de l'étape 4 pour laquelle j'ai quoi? DC, qui veut dire descendre. Parce que dans mon cahier, il me demande la cabine doit descendre au rez-de-chaussée. D'accord? Donc, je suis en train de traduire un petit peu mon cahier de charge, que je peux d'ailleurs changer. OK? Donc, l'action maintenant, c'est bien descendre au niveau rez-de-chaussée. Ça veut dire que je ne peux pas m'arrêter au deuxième ou au premier parce que je n'utilise pas les capteurs relatifs à ces niveaux. Par contre, j'ai utilisé le capteur relatif à quel niveau? À mon niveau rez-de-chaussée. Donc, c'est ERDC pour dire capteur rez-de-chaussée. Donc, une fois le capteur rez-de-chaussée capte la présence de la cabine, tout de suite, il va stopper. Et stopper veut dire, en général, hop, je reviens à mon étape initiale pour démarrer un autre cycle. Voilà un petit peu comment on peut expliquer ce côté modélisation graphique sur la base, bien sûr, d'un cahier de charge donné. Maintenant, on essaie de traduire cela en un langage ladder. Donc, avant de donner la traduction, l'explication, on essaie de faire la lecture rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit?
le langage ladder. Dans mon langage graph 7, je vais traduire en un langage ladder que l'automate va le lire de façon très simple et d'ailleurs beaucoup plus facile parfois à expliquer. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 entrées. Sans oublier, bien sûr, votre entrée ici qui me permet d'initialiser le graph global. Donc, 1, je dois détecter, je dois poser sur mon langage ladder 1, 2, 3, 4, 5 entrées. Ça d'une part. Et après, pour les actions, j'aurai besoin de déclarer mes actions. Donc, j'ai 1, 2, 3. Donc, 3 actions. Avec une déclaration spéciale ici liée à la temporisation. Ça veut dire que j'aurai besoin, dans mon langage ladder, d'un temporisateur. Donc, je vais vous montrer après comment faire, peut-être dans la séance de la semaine prochaine, peut-être. En utilisant le logiciel comme ça, en boucle sous cours, avec une application concrète. Donc, on verra ça, Inch'Allah, en fonction euh, de disponibilité de matériel. OK. Donc, voilà. Hada, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé directement le logiciel en faisant cette traduction. Donc, d'abord, regardez avec moi le réseau 1. Ce réseau 1 est lié directement à l'entrée d'initialisation, ça veut dire L, parce que j'ai utilisé une adresse spéciale relative à mon logiciel. D'après, je vais déclarer les entrées les plus intéressantes, les HOMA CP3 bar, CP3, T0 bar et rez-de-chaussée, la capteur rez-de-chaussée, e-stop. Donc, je commence par CP3 bar. CP3 bar, comment je vais le traduire? Il faut le traduire tout simplement par un contacteur normalement fermé. Je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, vous avez ici un contacteur ouvert ou normalement ouvert et ici un contacteur normalement fermé. Le fait d'utiliser un contacteur normalement fermé veut dire que j'ai utilisé CP3 bar. C'est la même chose que ça. CP3 bar. Ou là, dire I012 ou I013 bar. Pourcentage, bien sûr. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai donné l'adresse, bien évidemment, il y a I012 bar. Ça marche? Et j'utilise, bien sûr, une bobine avec un numéro 2 parce que j'ai besoin d'activer le numéro 2. Vous voyez? Donc, d'ailleurs, vous allez les remarquer 2, 3, 4, 5, ça annonce le 1. À un moment donné, il faut arriver à 1. Pardon? À un moment donné, il faut arriver à 1. Il faut arriver à 1, donc logiquement, c'est, pardon, alors j'arrive pas, ok, donc Naya, je dois mettre la fin de la bobine d'y aller à 1 pour pouvoir revenir à mon état initial. Vous avez compris un petit peu l'astuce. Donc, j'ai déclaré l'entrée 1. L'entrée 2, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, la même adresse, I012 et 012. La différence, c'est le contacteur. Parce que là, j'ai utilisé la logique bar, là, je n'ai pas utilisé bar. Donc, CP3 bar, il y a l'équivalent d'un contacteur normalement fermé. Au CP3, c'est l'équivalent d'un contacteur normalement ouvert. Après, je vais utiliser le troisième réceptivité. Première réceptivité, deuxième, troisième, c'est votre temporisateur. C'est votre condition sur la transition 3-4 relative à votre temporisation. Donc, je l'ai nommé pourcentage M1. Donc, c'est une notation pour un petit peu donner le nom exact de cette transition relative à la partie temporisation. Donc, puisque je n'ai pas pu mettre T0, j'ai mis par exemple M1 pour qu'il y ait une lecture directe. Ensuite, je vais déclarer l'autre adresse de transition relative à mon niveau rez-de-chaussée. Donc, c'est un 0,13, je pense. I, pourcentage I 0,13. Je continue, bien sûr,
à utiliser, qu'est-ce qu'on a dit? Le stop. Stop, c'est un I. Je reviens sur stop. Voilà, donc après, je vais donner l'adresse relative à ma réceptivité notée stop. Si je reviens vers mon tableau d'entrée, je vais voir stop parce que j'ai utilisé les tableaux. Hein. Stop, voilà. L'adresse d'IA stop, c'est I08. C'est exactement ce que vous avez vu sur mon modèle langage à contact LADER. هنا I013 ديال rez-de-chaussée et ici I08 ديال stop pour pouvoir revenir à mon étape initiale que je n'ai noté ici 1. Et après, je vais déclarer maintenant je vais déclarer quoi? Les actions. J'ai une action, deux actions, trois actions. Ce qui est spécial, c'est l'action temporisation parce que j'ai un bloc spécial DLH que je vais introduire justement et je vais le, le, le programmer sur 5 secondes. Donc d'abord, je vais vers MC. L'action d'y MC a sa propre adresse et DC aussi sa propre adresse. Et l'autre, je vais lui donner l'adresse convenable que j'avais notée M1. Donc l'adresse de ma sortie MC et DC est bien Q04, Q02. Donc c'est ça ce que je vais utiliser au niveau de la bobine, au niveau sortie. J'espère que c'est un peu clair. En tout cas, voilà l'adresse. Là, je vais mettre X, je pense X2. Vraiment, il n'est pas clair. Hein, donc, c'était mal copié. Donc, je vais mettre X2, X4, X2, X3, X4. X2, X3, X4. Et je lui affecte les adresses convenables Q04, Q02, on a M1 que j'avais déjà noté. On a voilà le temporisateur. C'est lui où on va mettre les 5 secondes. Ils ne sont pas clairs, mais les 5 secondes, ils sont quelque part ici. Voilà donc un petit peu une solution au programme équivalent à ce graph7. En général, on utilise ce langage et après, on essaie de le charger dans l'automate. Puis après, une fois qu'on lance notre programme pour exécution, il va démarrer l'utilisation de n'importe quel système qu'on cherche contrôler. Voilà un petit peu l'idée. Maintenant, donc, je vais vous donner un exemple. Et ça serait donc un petit devoir à la maison. Et sur cela, on va s'arrêter. Donc, le cahier de charge, ça ressemble un petit peu à l'exercice d'avant. On l'a mis avec plus de contraintes. On ne va pas aller jusqu'à l'étage 3 et on descend, mais là, on va vraiment utiliser d'autres entrées-sorties. Donc, vous avez déjà les différentes adresses relatives à vos entrées-sorties. N'hésitez pas de les utiliser. Donc, la question, là, le cahier de charge dit la chose suivante. D'abord, montez de la cabine à l'étage 1, vous voyez, à l'étage 1. Donc, il faut aller chercher dans votre tableau l'adresse de votre étage 1 via le capteur, l'entrée. Mais attention, quand on fait monter, ça veut dire on utilise MC, monter charge. Et donc, j'utilise l'adresse via l'action liée à Q04. Donc, vous avez compris un petit peu l'idée. Ensuite, une fois que je suis à l'étape 1, qu'est-ce qui se passe? Temporisation avant de continuer à monter, plus voyant d'étage. C'est important ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a utilisé? D'abord la temporisation, puis on a utilisé un voyant d'étage. Deux choses. Donc faites attention, voyant d'étage, puisqu'on part de l'étage 1, donc il faut aller vers l'adresse pour vous donner quelques consignes. Ah, il y a le voyant de l'étage 1. Donc il faut utiliser Q2-1. Voyant, présence, cabine, niveau 1. Si vous êtes au niveau 2, vous allez utiliser voyant, cabine, niveau 2. Et donc,
La même chose donc pour les capteurs. Donc, tout à l'heure, on a utilisé capteur position niveau 3. Après, maintenant, vous allez utiliser capteur position niveau 1, ça veut dire vous utilisez l'adresse I17. Ensuite, vous utilisez CP2 pour dire que capteur position niveau 2, si jamais, bien évidemment, je l'ai demandé. On verra ce que ça donne à la fin. Donc, je reviens sur mon cahier de charge. Oui, on va faire les lectures ensemble, puis après, je vais laisser faire cela pour me le rendre. euh, je vais vous donner jusqu'à la semaine prochaine, comme ça, tout le monde va se mettre au travail. Donc, temporisation avant de continuer à monter, voyons étape 1. Ensuite, monter à l'étage 2. D'accord? Donc, si vous arrivez à maîtriser les deux premières questions, les deux premiers points, donc logiquement, le reste, ça va être facile. Il y en a, c'est presque la redondance. Monter à l'étage 2, temporisation avant de continuer à monter, plus voyons étage. Ensuite, je vais monter à l'étage 3, temporisation avant de redescendre, plus voyant d'étage. Ensuite, vous allez descendre au rez-de-chaussée, voyant d'étage, Harry Cabine. Donc voilà, donc c'est un cahier de charge intéressant qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait lorsqu'on rentre dans un ascenseur à l'hôpital ou dans notre immeuble, etc. Et donc, je vais monter avec trois d'autres personnes. Moi, je vais cliquer sur le premier. La deuxième personne va cliquer sur l'étage 2 et la troisième sur l'étage 3. Donc, vous voyez, on va exécuter exactement la même chose. Puis après, bien sûr, on va descendre au rez-de-chaussée. D'accord? Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc, la semaine prochaine, là, j'espère que vous allez le faire. Vous aurez toute une semaine pour faire cet exercice. Et, et la semaine prochaine, on va entamer une autre partie aussi importante, d'accord? Relative à un autre logiciel de Step7 de Siemens. Et peut-être après, je reviens sur ce logiciel. Je vais voir si je peux l'installer sur mon ordinateur. Comme ça, je vous montre, vous tous, comment on peut programmer sans problème euh, tout ça. D'accord? Donc, merci encore une fois et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.